ensemble, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair en réponse à une question cardinale. La finance peut-elle sauver ce qu'elle a détruit? Et j'ai proposé à Michel de rester avec nous parce que j'aurai quelques questions aussi en fin de débat qui vous concernent tous les deux. Quelques points de repère d'abord sur votre carrière. Sciences Po, ENA, Cour des comptes. Vous avez été directrice de cabinet de la ministre de la Solidarité entre générations, Colette Codaccioni. Ensuite, vous avez été notamment présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux. En 2006, c'est le grand saut dans le monde de l'entreprise et pas n'importe où. Chez le géant General Electric, GE, comme présidente France, puis Europe. 10 ans plus tard, vous changez radicalement de voie et rejoignez la société d'investissement Raise, cofondée avec Gonzague de Blinière. Raise, c'est 1 milliard d'euros de capitaux sous gestion, une finalité pour partie très innovante et même révolutionnaire, puisque la moitié des plus-values générées est reversée dans une fondation, Raise Sherpa, définie comme un accélérateur philanthropique au profit de start-up françaises qui sont dans leur phase post-amorçage. 2000 de ces startups ont été accueillies, je crois. Plus de 10% d'entre elles ont bénéficié de prêts d'honneur pour des tickets moyens de 100 000 euros, mais aussi ont bénéficié de mécénat de compétences. Alors d'abord, une question sur votre parcours. L'élite en matière de formation, vous avez connu les cénacles ministériels et ceux du pouvoir politique, les structures publiques d'accompagnement d'entreprises, un conglomérat américain aussi, qui a produit, je le rappelle, en 2018, 125 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et maintenant une société d'investissement d'une quarantaine de salariés qui veut rendre compatible profitabilité et philanthropie, profit et générosité. Comment ce que vous avez entrepris jusqu'en 2016, au plan professionnel, mais sans doute aussi personnel, permet-il de comprendre votre motivation et vos engagements actuels? J'aurais bien aimé réagir sur tout ce qui a été dit, mais peut-être qu'on le fera, tout à l'heure. Je vous invite à réagir. Allez-y. Parce que quand on parle de la richesse, d'abord quand on regarde ce que dit la Fondation Bill Gates, il montre que la pauvreté, l'extrême pauvreté, elle a baissé dans le monde. Et elle a baissé, mais elle reste, localisée dans les pays qui sont des pays en guerre. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis tout à fait d'accord avec les chiffres que Michel Candesu évoque, mais les projections sont faites pour ne pas arriver, justement. C'est pour que on les combatte et qu'on fasse différemment. On est... je crois, et je ne suis pas la seule à le dire, pour la première fois, notre humanité a la capacité de supprimer la pauvreté dans le monde. Alors, pas forcément les guerres, mais en tout cas, d'arriver à faire que la planète entière, les hommes et les femmes, aient accès à l'eau, à l'éducation, à la santé. Michel, vous me corrigez si je me trompe, mais moi, ma mère a 93 ans, et quand elle est née, il y avait... 1,5 milliard de pauvres. Mais aujourd'hui, ça dépend comment on appelle la pauvreté, mais c'était une pauvreté où on n'avait ni accès à l'eau, ni à la santé, ni à l'éducation. Aujourd'hui, il y a toujours environ, ça dépend comment on calcule, autour d'1 milliard de pauvres, mais il y a 5 milliards d'hommes et de femmes qui ont eu accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, et qui sont devenus des acteurs, non seulement de l'économie, mais de leur propre vie. Et donc, il ne faut pas aussi oublier que la génération qui nous précède et la nôtre a vécu cette mutation absolument extraordinaire qui est de passer de 2,5 milliards d'habitants à 7-8 milliards d'habitants, en apportant à une très grande majorité d'entre eux l'accès à une vie décente. Oui, mais ce qui est regrettable... c'est pas du tout pour, oui. c'est pas du tout pour dire que c'est bien, que ça suffit, mais c'est pour dire qu'on peut. C'est pour dire que c'est possible, puisqu'on l'a fait pour 5 à 6 milliards. Pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour le milliard restant? C'est juste ce que je voudrais dire, parce qu'on est dans une époque formidable, et on est dans une époque où on a une capacité à agir qui n'a jamais été aussi grande. Donc ça rend aussi notre responsabilité d'autant plus grande. Mais ce qui est intolérable, ce qui est regrettable et intolérable, c'est que dans le même temps, l'amplitude des inégalités
accru, a bondi. C'est Oui, ça qui, oui, même alors, sur un plan éthique, peut bien poser sûr, quand même bien question. sûr, mais il faut peut-être creuser un petit peu plus parce que quand vous regardez les gens qui sont les plus riches du monde, ne sont pas les mêmes que ceux des années 80. C'est pas le PDG de Total qui est le plus riche du monde, alors que c'est des acteurs qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et c'est des acteurs comme Google, comme Facebook, comme Alibaba, comme Amazon, etc., qu'on est d'ailleurs les premiers à nourrir par notre consommation. Et c'est beaucoup plus le fait qu'il y a eu une nouvelle économie qui s'est développée et qui n'a pas été régulée, et qui est comment dire, la régulation, elle vient toujours plus tard. C'est d'ailleurs assez fascinant de penser que ça fait bientôt 20 ans que nous donnons en permanence, tous les jours, à chaque fois qu'on utilise son téléphone, des informations gratuitement à des gens qui en font mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. La moindre information que vous donnez sur Google, sur Facebook, enfin sur tous les acteurs du partage de l'information, leur permettent de gagner des millions, et non seulement ils ne vous payent pas pour ça, mais en plus de ça, ils ne payent pas beaucoup d'impôts. Donc je voudrais simplement reposer le débat en disant que c'est parce que la mécanique qui a été construite dans tous les pays, y compris en France, de la redistribution par l'impôt, aujourd'hui ne fonctionne pas pour cette nouvelle économie. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc c'est pas forcément que, les riches nécessairement deviennent de plus en plus riches, c'est que cette nouvelle économie, elle est un nouveau continent, elle offre énormément d'opportunités. Et c'est ça qui crée aussi l'ambivalence, c'est que Amazon, plein de PME aujourd'hui ont la capacité d'avoir d'externaliser leur comptabilité. Enfin, ça facilite la vie aussi à beaucoup de gens. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est que la nature de la richesse, de la fortune de ces nouveaux grands milliardaires n'est pas forcément plus vertueuse ou plus éthique que celle des anciens patrons. Absolument, de Total, l'économie etc. du partage ne conduit pas forcément au partage des richesses. Il y a un autre élément que je voudrais souligner, c'est que quand vous discutez avec moi je discute pas personnellement avec eux, mais quand vous les entendez parler, et notamment si vous prenez les patrons de Google ou de Facebook, certes, ils ont créé une richesse immense, mais ils ne savent pas s'ils seront encore vivants dans 18 mois. Donc, on est en train de calculer une richesse qui est aujourd'hui une richesse qui est en réalité, si personne aujourd'hui ne peut acheter Google, personne ne peut acheter Facebook. Donc c'est une richesse qui est je ne vais pas dire qu'elle est virtuelle, parce que ça leur donne un pouvoir immense. Mais elle est aussi extrêmement fragile, et c'est en ça que ce qui a été fait depuis 15 ans est réversible, et ça doit nous donner une forme de confiance en se disant que si nous on s'y mettait aussi, parce qu'après tout moi je pense qu'on est au moins aussi intelligent, s'il n'est plus intelligent que les autres. Si on s'y mettait aussi, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire, et qu'on n'arrive pas à le faire d'une manière et avec notre civilisation et avec notre culture de façon plus égalitaire, plus sociale, etc. L'autre point que je voudrais dire, c'est aussi pour nuancer ce qui a été dit tout à l'heure, cher Michel, c'est que la France, vous l'avez très bien dit, la France est le pays le plus redistributif au monde, et c'est le pays qui a aussi le moins d'écart entre les riches et les pauvres, et c'est le pays où les gens sont le plus malheureux. C'est quand même ça demande quand même. Expliquez comment vous-même. Ça demande quand même une explication. C'est un paradoxe incroyable de voir que. Moi, je suis à moitié danoise. Au Danemark, la redistribution sociale est très avancée. Elle est à peu près équivalente à celle de la France. Mais les gens sont heureux. Les gens le disent. Et moi, j'ai un neveu qui est marié avec une Danoise. Ils ont 5 enfants. Et elle dit, je n'ai jamais fini de redonner. Elle paye presque 60% d'impôts, alors qu'elle n'a pas... elle a une situation correcte, mais enfin, elle n'est pas. Elle fait du marketing dans une société, et son mari aussi. Donc c'est une belle situation, mais elle paye 60% d'impôts. Cela dit, l'impôt comprend aussi les charges sociales, etc. Une fois qu'elle a payé ça, ils ont payé tout. Et elle dit, je n'ai pas fini de rendre à mon pays tout ce que je lui dois.
Donc elle a une forme de fierté à payer ses impôts parce qu'elle dit mes enfants vont à l'école gratuitement, la crèche c'est formidable, la santé c'est formidable, et quand il faut fermer un bureau de poste ou rationaliser, elle est d'accord parce qu'elle pense que plus la redistribution sociale sera efficace, plus tout le monde pourra en profiter. Et moi, l'une des explications que j'ai, c'est que notre système est d'une telle complexité, tellement compliqué, parce qu'on a voulu être tellement sophistiqué, apporter une solution à tout, qui fait que d'abord personne s'y retrouve. Il se trouve que je suis en train de me lancer dans la permaculture. Donc j'ai été faire un stage à la Chambre d'agriculture pour essayer de comprendre ce qu'on doit faire quand on est jeune agriculteur. Mais franchement, je ne comprenais rien à toutes les aides, des possibilités de subventions, etc. Et ce qui est fascinant, c'est que en nous lançant là-dedans, on fait ça avec mon associé, puis je vais parler de Raise après, mais c'est que la première chose qu'on nous demande, nous on se lance dans ce projet, je vous en dirai 2 mots parce que je pense qu'il est assez novateur. La première chose que les gens nous demandent, c'est vous avez des subventions ? Mais nous, on n'a même pas pensé aux subventions. Mais on se rend compte que tout le monde agricole a été lancé dans une espèce de course en avant frénétique au plus grand, plus de pesticides, plus de ceci, plus de cela, à force, et comme c'est pas viable, à force de subventions, d'aides et d'accompagnement. Donc on est quand même dans un univers qui marche sur la tête, où ça serait tellement plus simple de revenir aux basiques de l'économie, qui est que quand on essaye de faire quelque chose, de faire que les gens puissent tout simplement gagner leur vie avec dignité. C'est ça, finalement, l'œuvre quelque part de Raise. Enfin, l'objectif c'est né d'un cri de colère et d'un cri du cœur en 2012, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette haute époque de French bashing, on fait moins de French bashing en ce moment. C'est vrai. C'est vrai, Michel. On a moins de French bashing. L'effet Macron. Quoi ? Je pense, mais en tout cas, il y a moins de French bashing. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu cet article, cette grande page de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Bon, moi j'ai une grande famille, Gonzague de Blignard aussi. Enfin, lui, il y a 4 enfants et 10 petits-enfants. Et on s'est dit, la France nous a tellement donné. Puis moi qui suis une femme, j'ai eu la possibilité de faire des études, j'ai eu la possibilité de me marier avec qui je voulais, d'avoir une famille, de travailler. Et je sais que si j'étais, et j'ai pas besoin d'aller bien loin, si j'avais été allemande, si j'avais été anglaise, si j'avais été espagnole, si j'avais été italienne, j'aurais pas pu avoir la vie que j'ai. C'est la France qui m'a permis ça. Pourquoi ? Parce que je me suis pas préoccupée de savoir comment j'allais payer l'école. Je me suis pas préoccupée de savoir comment j'allais payer la santé de mes enfants. Et donc, allez, vogue l'aventure. J'y suis allée franco de port, je sais, mais quand même. Et surtout, j'ai jamais été comme si j'étais une mère allemande. J'aurais été mal jugée, femme corbeau, etc. Donc, j'ai une vraie reconnaissance, mais profonde, pour le pays dans lequel j'ai grandi. Et ça aurait été la même chose si je travaillais au Danemark, qui m'a permis d'être moi-même. Et donc, avec Gonzague, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au fond, quand on est des privilégiés comme nous, on ne peut pas se contenter de simplement bien travailler, bien s'occuper de sa famille, bien s'occuper de ses amis. Vous l'avez dit, Michel, le monde est plein de risques, il est plein de dangers, mais il est aussi plein d'opportunités. Et nous avons tous le devoir de nous dire qu'est-ce que je peux faire, enfin d'être un peu keynésien, de se lever le matin en se disant qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, plutôt que de me demander de ce que le pays peut faire pour moi. Et l'idée qu'on a eue, ça a été de se dire la finance, c'est le monde le moins généreux qui soit. Alors, moi, j'ai toujours des explications très simplistes. Donc, vous me permettrez de faire une explication simpliste sur la raison pour laquelle la finance, les financiers, finalement, ne sont pas généreux. L'explication que j'ai, mais ça m'intéressera de savoir ce que Michel en pense, c'est que si moi, je suis boulanger, ma fierté, c'est de faire du bon pain et des bons gâteaux. Et si je fais des bons gâteaux et du bon pain, j'aurai des clients et je vais gagner de l'argent. Mais c'est ma première fierté, c'est de faire des bons produits. Dans la finance, la reconnaissance,
c'est la maximisation du profit. Puisque finalement, c'est immatériel, la finance. Donc, c'est plus d'argent. Et donc, pour avoir, dans les entreprises que j'ai dirigées, vu beaucoup de financiers, chaque fois, ils venaient me proposer des opportunités. On me parlait de la maximisation du TRI, enfin plein de trucs à l'époque je ne comprenais pas. Et on sent bien que finalement, la récompense du financier, c'est d'avoir des résultats qui sont plus élevés. C'est l'explication psychologique que je donne au fait que le monde de la finance est très très peu généreux. J'en ajoute un autre qui ne va pas forcément faire plaisir, mais c'est un monde qui est très, très, très majoritairement, peut-être quasiment exclusivement masculin. Et que c'est pas parce que les hommes sont plus greedy, comme on dit, que les femmes, mais c'est parce que quand on se ressemble, on se compare. Alors justement, pardonnez-moi cette question qui est un poncif, et je pense qu'on vous l'a posée 100 000 fois, mais c'est vous qui me permettez de l'aborder. Et finalement, on a évoqué avec Boris Cyrulnik mardi, tout à l'heure Gilles Boeuf l'a rapidement évoqué aussi, hier avec Edgar Morin aussi, on l'a évoqué, ce sont les singularités des femmes. Lorsqu'on est femme, d'entreprendre comme vous le faites au sein de Raise, est-ce que c'est un symbole particulier, c'est un sens particulier ou une explication particulière? Alors, je sais pas, parce que je j'aime pas trop les classifications hommes-femmes. Les hommes, les hommes n'aiment pas tous le football et les femmes sont pas tous douces et gentilles. Hein, c'est pas vrai. Hein. Mais c'est la mixité qui fait ça. Quand on a démarré, donc si je raconte un peu l'histoire de Raise, qui est une toute jeune maison, hein, puisqu'on a 5 ans et demi d'âge, enfin bientôt 6 ans, on a démarré tous les deux avec une idée assez folle qui était de se dire qu'on allait rendre la finance généreuse. Et alors, la façon dont on l'a faite, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait créer une fondation pour aider les jeunes entrepreneurs, parce que c'est notre passion. C'est ça qu'on sait faire et c'est ça qu'on aime faire. Après, chacun peut choisir l'objet de sa fondation, mais nous, c'était ça. Avec l'idée que c'était comme ça qu'on pouvait le mieux aider notre pays, parce que si on aide les entrepreneurs, ils créent des emplois, ils créent de l'activité. Et l'année dernière, les entrepreneurs qu'on a accompagnés, ils ont créé 900 emplois. Bon, on se dit qu'on n'a pas été complètement inutile. Mais il y a une chose que moi, je ne voulais pas faire, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens dans cette salle qui travaillent dans des associations ou des fondations, c'est faire la quête. Parce que la quête, c'est vraiment fatigant. Et puis après, vous perdez, vos amis, ils se disent elle m'appelle parce qu'elle veut encore me taper. On le fait déjà à titre privé pour les associations qu'on soutient. Donc dans mon métier, je voulais pas faire ça. Et donc avec Gonzague, on s'est dit, Gonzague de Binière, mon associé, on s'est dit c'est très simple. En fait, ça va être notre argent. Donc c'est notre argent qu'on donne. Et la façon dont on a construit ça, c'est que on a créé une société d'investissement qui n'est pas un fonds, donc c'est une société où ceux qui nous confient leur argent sont actionnaires. Hein, c'est pas un fonds où ils récupèrent l'argent au bout d'un certain temps. Et on est allé voir les grandes réussites françaises, les grandes entreprises comme Total, Danone, Bouygues, Veolia, EDF, Michelin, les banques aussi, les family office. On leur a dit en France, on a des PME qui sont trop petites, qui sont pas assez internationales et qui n'ont pas de capital patient, très important, rester longtemps, long terme et minoritaire. C'était à l'époque, tout le monde faisait ce qu'on appelle du LBO. C'est-à-dire, on rachète une boîte, et puis une société, et puis on espère qu'elle va grandir, et puis on la revend, et on fait des multiples. Donc, nous, on s'est spécialisé dans le minoritaire. Pourquoi dans le minoritaire? Parce que ça nous permet de créer un lien de confiance très étroit avec le dirigeant, qui reste le capitaine du bateau. Et nous, on vient à côté mettre 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions à ses côtés. Donc, on lui donne la capacité de faire un saut, d'être game changer, comme on dit, de faire un saut dans la croissance de son entreprise. Mais c'est lui qui tient les rênes du bateau. Et, pour terminer, parce que je termine juste l'explication, dans le private equity, à bout d'un moment, vous sortez. Les fois où on est sorti, c'est parce que le dirigeant a décidé de vendre toute la société, donc on a vendu avec lui. Vous vendez, en général, quand vous avez bien investi, plus cher que ce que vous avez acheté. Et alors, admettons qu'on a acheté 10, qu'on revende 20, on a un bénéfice de 10. Sur ces 10, il y en a 8 qui vont aux actionnaires,
et 20 qui vont à l'équipe qui a géré ça. Nous, sur ces 20, on en donne la moitié. Donc on donne, ce qui est très important, parce que je crois que c'est ça qu'il faut vraiment retenir dans notre modèle, c'est que ce n'est pas les autres qui donnent, ce n'est pas les investisseurs, c'est l'équipe. C'est-à-dire que nous, l'année dernière, l'équipe, chacun a fait son chèque. Et ça, c'est drôlement important, parce que d'avoir la fierté de se dire, à la fois, j'ai vachement bien réussi, mais en plus, ma réussite, je peux la partager avec d'autres. C'est un moteur dans la vie qui est assez incroyable. Alors creusons un petit peu ce terme de philanthropie et ce terme de générosité. La philanthropie fait l'objet du meilleur et du pire. Elle est toujours au cœur d'interrogations fondamentales sur la sincérité des engagements, sur l'authenticité des motivations. Elle est parfois détournée, elle est parfois même instrumentalisée. Quelle est votre approche éthique de la philanthropie telle que vous souhaitez justement la mettre en œuvre au sein de Raise, et êtes-vous toujours en cohérence justement avec cette approche éthique? Je ne suis pas une philosophe, hein, donc nous c'est assez basique. On s'est dit, si on pose le principe qu'on donne 50% de ce qu'on gagne, au moins on ne se proposera plus jamais la question. C'est systématique, c'est non négociable et c'est tous les ans. Donc on a recruté des gens qui sont venus parce qu'il y a cette générosité et parce qu'ils voient, et nous voyons nous au quotidien directement le fruit de cette générosité, parce que la fondation Reste Sherpa dont vous avez parlé, elle est dans nos murs, il y a 6 personnes qui y travaillent, elle a accueilli 2500 entrepreneurs, on en a accompagné depuis 5 ans 275, on leur fait des prêts d'honneur à 100 000 euros, maintenant on a développé des prêts d'honneur à 500 000 euros, et les toutes premières qu'on a accompagnées, elles s'appellent Mano Mano, qui est une plateforme de bricolage qui vient de lever 160 millions. Elle s'appelle Miro, qui vient de lever 260 millions. Elle s'appelle Cheers, c'est peut-être application qui fait des photos, qui permet d'imprimer vos photos sur vos téléphones portables. Elle s'appelle Legal Start, qui a permis à plein d'entreprises de démarrer, etc. Et donc, on les rencontre et surtout, on les challenge et on est aussi exigeant que nous le sommes pour les entreprises dans lesquelles nous investissons. Et l'équipe d'investissement intervient dans le choix des prêts d'honneur. Donc l'exigence est une manière de rendre justement cette démarche. C'est un peu l'idée que notre argent, on veut bien le donner, mais il faut qu'il porte du fruit. Alors, pas à nous, puisque nous, on n'en bénéficiera pas, mais à l'entreprise qu'on accompagne, et donc aux emplois qu'elle va créer, et à la capacité qu'a l'entrepreneur de développer quelque chose. Et nous, d'une certaine manière, la façon dont on a voulu le résumer avec Gonzague, c'est qu'on donne par admiration. On a des jeunes qui sont là, qui viennent nous voir et qui nous disent on a un projet, voilà, ils nous le développent. Et on se dit, mais eux, ils savent inventer quelque chose que moi, je serais incapable d'inventer. Et on va les aider. Et la façon dont on va les aider avec de l'argent et avec de l'accompagnement, parce qu'on a 900 jours hommes d'accompagnement qui viennent de un peu tout l'écosystème, on a des cadres de grands groupes qui accompagnent aussi ces startups. À chaque fois que je fais un meeting comme ça, j'espère que ce sera le cas à la fin, il y a des gens qui viennent me voir, qui viennent me dire moi je suis directeur financier, je veux bien donner du temps. Moi je suis responsable de ressources humaines dans un grand groupe, ça me ferait plaisir d'aider une startup. C'est formidable. Bien sûr. J'aimerais vous entendre sur un sujet qui nous parle tous, un sujet sur la philanthropie et sur la générosité qui nous parle. C'est l'embrasement de Notre-Dame de Paris. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça a provoqué instantanément une gigantesque mobilisation philanthropique. En quelques jours, 1 milliard d'euros étaient promis, avec force communication par certains, par une poignée justement de ces philanthropes. Alors, et aussi une émulation positive, quelque part aussi suspecte aux yeux de certains. 1 million d'euros en quelques heures pour restaurer un édifice aussi emblématique et aussi fondamental soit-il. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Je crois qu'on a tous été bouleversés par ce moment. Notre-Dame est effectivement un symbole de notre culture, de notre histoire, de notre civilisation.
Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est cet élan qui a été porté. Alors, évidemment, on a parlé des plus gros chèques, mais il y a eu des millions et des millions de tout petits chèques, et c'est ça qui est admirable. Et puis, pour une fois, un peu comme quand on gagne la Coupe du Monde de football, il y a eu quelques heures seulement une forme de consensus, et c'est pas parce que c'était une église catholique, mais c'était parce que c'était un patrimoine culturel. Bon, après, très vite, sont venues la suspicion, etc. Ce que je trouve toujours triste, c'est que les médias entretiennent ces suspicions au lieu de regarder la beauté du geste, parce que ce sont de la part de tous ceux qui ont donné, quelle que soit la taille du montant, c'est pas le montant qui est important, c'est la beauté du geste, de se dire ensemble on va redresser cet édifice qui nous incarne d'une certaine manière. Donc voilà, mais j'aimerais vous faire réagir, pardonnez-moi si j'insiste, mais parce que c'est très symbolique. Dans quelques jours, là, je publie un livre que j'ai consacré à Jean Ferrat, dont on commémore les 10 ans de la disparition. Ouais. Et à ce livre, j'ai associé 3 amis, eux aussi admirateurs de Jean Ferrat, Cédric Villani, qui en a fait la préface, Étienne Klein, la postface. Et dans le cœur du livre, j'ai eu de longs entretiens avec Laurent Berger, lui aussi amoureux de Jean Ferrat. Et nous évoquons ensemble le drame de Notre-Dame de Paris, parce que Jean Ferrat avait chanté plusieurs chansons sur Paris, notamment Les Feux sur Paris. Et je vous livre le sentiment de Laurent Berger. Que le mécanisme du mécénat et de la philanthropie soit sollicité est louable, mais qu'à coup de surenchère entre milliardaires habilement médiatisés, elles prennent une telle ampleur est absolument indécent. En quelques jours, plus de 1 milliard d'euros sont réunis. Sait-on combien d'années sont nécessaires pour que l'ensemble des associations d'insertion, de lutte contre le handicap, d'accueil des migrants, d'hébergement des plus pauvres mobilisent une telle manne? Paris, c'est certes la cathédrale Notre-Dame, et comme beaucoup, mon cœur était très affecté lorsqu'elle flambait. Mais Paris, c'est aussi un nombre dramatique de SDF, de mendiants, un besoin immense pour financer la soupe populaire, l'hébergement des plus démunis, le soin, l'éducation et la formation des plus fragiles. Et mon cœur est bien plus touché lorsque je traverse Porte de la Chapelle, les allées jonchées de migrants vivant dans l'indigence, coincés entre 2 bretelles du boulevard périphérique. Si Laurent était là, qu'aimeriez-vous lui répondre? Qu'on n'oppose pas un drame à un autre drame. Je trouve ça... J'aime beaucoup Laurent Berger, hein. J'ai beaucoup d'estime pour lui, j'ai beaucoup de respect pour son combat, et je partage ce qu'il dit sur le fait que c'est un peu ce que nous on essaye de faire à notre petite échelle, hein, de démontrer que la générosité est possible dans l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, et j'aimerais bien développer ce qu'on pourrait faire là-dessus. Mais opposer un drame face à un autre drame, j'aime pas, parce que après tout, défendre la culture et la civilisation, c'est aussi une manière de rappeler, et si on prend Notre-Dame de Paris, qui est quand même, on a tous lu Victor Hugo, c'est l'endroit où on accueille les misérables, c'est là où la pauvreté est accueillie, où tout le monde peut rentrer, riches et pauvres, etc. Donc elle est en même temps, c'est vraiment un monument qui est le symbole justement de ce que devrait être notre vraie charité, qui ne se pratique pas aujourd'hui. Mais donc voilà ce que je dirais à Laurent Berger. Je trouve que, et je vais laisser Michel. Un mot simplement. Je reconnais que pendant cette soirée-là terrible, nous étions tous saisis au cœur. Dès que j'ai entendu parler de 100 millions ici, 100 millions là, j'ai éprouvé un peu le malaise de Laurent Berger. Et je me suis dit, s'agissant d'une cathédrale, que la règle évangélique qui veut que votre main droite ignore ce que fait votre main gauche aurait dû s'appliquer un peu, et que le don anonyme, en l'occurrence, aurait grandi ce qui le faisait. Alors, je ne vais pas être d'accord avec vous, Michel, parce que je pense que on meurt de l'anonymat du don. C'est très bien d'être anonyme si on souhaite être anonyme, mais je crois que c'est aussi important de dire qu'on est fier de donner et que ça rend heureux de donner. Non pas pour qu'on vous applaudisse
et qu'on vous dise c'est formidable ce que vous faites, mais simplement pour montrer à quel point la générosité, c'est un moteur économique. Au fond, c'est ça qu'on a voulu démontrer avec Gonzague. C'est pas que on est formidable et qu'on a voulu aider les jeunes et les entrepreneurs, etc. Mais si je termine sur la construction de Raise, on est parti avec l'idée qu'on allait créer une société d'investissement pour aider les PME. Et comme on a reçu 2000 entrepreneurs, on a finalement assez bien connu le monde des startups. On a créé un fonds, enfin on a créé une branche pour ce qu'on appelle le venture capital. Et comme on donne 50% de ce qu'on gagne, la Fondation de France est venue nous voir en nous disant on aimerait bien créer un fonds d'impact avec vous. Et donc on a créé un fonds d'impact de 200 millions pour aider les entreprises qui veulent adresser la question justement du lien social et de l'environnement. Si on n'avait pas été généreux, on serait peut-être on serait jamais devenus les plus riches du cimetière, mais on aurait peut-être, et encore, je sais pas, mais on n'aurait jamais grandi comme ça parce que c'est notre générosité qui nous a donné la possibilité de comprendre des univers dont nous-mêmes, nous n'avions pas la connaissance. Et si je peux terminer... Pardon, vous voulez... Si je peux terminer, on a développé 2 autres activités. Une qui va ouvrir bientôt au mois de septembre, qui est une Villa Médicis des entrepreneurs en plein Paris, où on va faire l'open innovation entre les grands groupes et les startups dans Paris. Qu'est-ce qui nous a donné la capacité de le faire? C'est que comme nos actionnaires sont des grands groupes et que dans la fondation on accompagne des entrepreneurs, on a passé notre temps à les faire se rencontrer, à les faire travailler ensemble, à les aider à se comprendre, à comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Et donc on va pouvoir créer une activité nouvelle qui va permettre de travailler très effectivement ensemble. Et puis, on s'est dit, après tout, j'ai connu cette vie-là pendant 10 ans, quand on est décideur, on passe sa vie, et surtout à l'international, on passe sa vie dans les avions, on passe sa vie dans les halls d'hôtels, dans les aéroports, etc. Au passage, le bilan carbone est désastreux. Et on vit, mais et puis on ne fait plus rien de ses mains, puisque c'est quelqu'un qui vous lave votre linge, c'est quelqu'un qui vous allez au restaurant, vous faites plus à manger. Enfin, c'est compliqué de garder une vie concrète. Et donc on s'est dit, si on veut changer le monde, c'est pas nous qui le disons, c'est Gandhi, il faut se changer soi-même. Et donc on va créer un lieu où les dirigeants vont pouvoir expérimenter le fait de se changer eux-mêmes. Alors, et c'est comme ça qu'on a créé ce lieu. Dans le détail de cela, justement, parce que c'est très intéressant ce que vous entreprenez dans ce domaine-là. Simplement une petite question avant, pour rebondir sur ce que disait Michel Contu. Lorsque le philosophe Robert Mizrahi me confiait à propos du don, le don n'a de valeur éthique et même morale que s'il n'attend ni retour, ni contrepartie, ni visibilité. Vous n'êtes pas d'accord, donc? Vous pensez que le don doit, pour entraîner les autres, en fait? Non, il ne doit pas forcément... nous, on n'en attend pas de contrepartie. Il se trouve que ce qu'on a constaté, c'est que ça nous a donné plein de contreparties qu'on n'attendait pas. Donc, d'une certaine manière, on se retrouve plus riche de ce qu'on a donné. Et c'est ça dont on voudrait témoigner. Parce que, franchement, au départ, quand on a démarré avec Gonzague, on n'imaginait pas du tout que le fait de créer cette fondation nous allait donner toutes ces nouvelles possibilités qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas eu ce don. Donc c'est vraiment cette idée que c'est un moteur économique et social formidable. Quand vous aidez le fils de votre voisine à faire gratuitement à faire ses mathématiques et qui fait qu'à la fin de l'année il passe dans la classe supérieure, vous avez créé une potentialité humaine et économique formidable. Et ça, c'est pas simplement la générosité de l'acte qui est importante, c'est la dynamique que vous avez créée. Et donc je pense que c'est bien sûr, comment dire, Gonzague et moi, on n'attend aucun applaudissement, c'est pas le sujet. On le fait parce que d'abord, on a la chance de s'amuser beaucoup. Vous savez, le matin, vous recevez des entrepreneuses, des entrepreneurs. Le soir, on a la tête farcie, mais tellement ils ont d'idées, tellement ils ont de projets, ça rend tellement enthousiaste sur l'avenir. C'est jouissif. Et donc, pour terminer là-dessus, je pense que c'est pas si vous le faites pour votre gloire personnelle, vraiment ça sert à rien. Si vous pensez qu'en témoigner, ça va donner à d'autres l'idée de se dire, mais en fait moi je peux faire pareil et j'ai pas besoin d'être puissant, riche ou célèbre pour le faire. Je peux le faire chez moi, à côté. Il y a un truc et en plus de ça, ça va me rendre heureux. Oui, de ça il faut le témoigner. Il y a un terme qui est clé dans votre ADN, dans l'ADN de Raise, c'est la bienveillance.
et elle fait le lien justement avec la générosité et avec ce que vous entreprenez auprès de ces start-upers justement. Qu'est-ce qu'une bienveillance responsabilisante? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce terme, on le sait, fait l'objet d'interprétations tout à fait antithétiques, et je pense au philosophe Yves Michaud qui a écrit là-dessus en expliquant combien la bienveillance était un piège ou un leurre. Qu'en pensez-vous? Et vous-même, comment exprimez-vous cette bienveillance auprès des entrepreneurs pour qu'elle soit nourricière en fait? La bienveillance, c'est exactement le contraire de bisounours. C'est très exigeant, la bienveillance. Parce que la bienveillance, ça implique, et Michel l'a très bien dit tout à l'heure, de dire la vérité. Parce que si la bienveillance, c'est de dire, de recevoir un entrepreneur et dire OK, on va pas le prendre, il va se planter, et de pas le lui dire, c'est pas de la bienveillance. C'est de la malhonnêteté, et c'est une manière de se défausser. Et plus que le mensonge que Michel a évoqué, je pense que notre société crève du fait qu'elle se défausse en permanence. C'est l'indifférence qui tue. C'est, chanteurs qui l'ont dit 1000 fois mieux que moi, mais c'est dire, de voir quelqu'un tomber et de se dire, c'est son problème. Donc la bienveillance, ça demande une très grande exigence, au contraire, parce que c'est votre responsabilité, quand vous le voyez, de dire à l'autre, je te dis ça, l'important c'est comment tu le reçois et comment ça résonne en toi. Peut-être que je me trompe, mais je crois que ce serait mieux de faire comme ci, comme ça, etc. En tout cas, reçois mon conseil. Je ne te dis pas qu'il est juste. Ce qui est important, c'est que tu l'entendes et que tu l'accueilles. Et après, tu en feras ce que tu voudras parce que tu as ta liberté. Et c'est à la fois essayer d'être le plus juste dans le regard que vous pouvez avoir pour l'autre, et en même temps accepter que l'autre fasse complètement différemment de ce que vous lui avez conseillé de faire, parce qu'il a son chemin, il a sa route. Donc la bienveillance, c'est un exercice qui est sans doute le plus difficile pour un être humain. On le vit nous quand on est parents, où on essaie de donner des conseils à nos enfants, et ils font exactement différemment de ce qu'on avait prévu. Et puis finalement, quelques temps plus tard, on se rend compte que c'était eux qui avaient raison. Lorsque vous parlez de Raise, vous dites que Raise a pour vocation aussi de se mettre au service du bien commun. Est-ce bien compatible de parler de bien commun comme de parler de bienveillance lorsqu'on est au cœur d'un système capitaliste tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, ce matin, hier et avant-hier? Comment concilier justement cet enjeu de bien commun avec les réalités de ce monde capitaliste? Il ne faut jamais confondre les effets pervers d'un système avec le système. C'est exactement quand, dans le même débat pour les religions, où on condamne les religions sur leurs effets pervers ou leur mauvaise utilisation par les humains ou leur exploitation pour les humains, ça n'a rien à voir avec la foi ou avec le sacré. C'est deux choses qui sont différentes, mais c'est vrai que les humains utilisent des outils qui peuvent être utilisés de façon positive ou de façon négative, que ce soit des systèmes économiques ou des systèmes de pensée ou des philosophies, etc. Moi, je ne connais pas d'autre système que l'économie de marché. Vous avez besoin de quelque chose, je vais vous le fabriquer, vous allez me payer, et puis on va faire ça à plusieurs, etc. Mais l'économie de marché, il est jamais parfait. Donc il faut bien sûr de la redistribution et du partage. C'est ce qu'on essaye de construire. Je pense que l'erreur qu'on a commise, en tout cas en France, et qui explique ce mécontentement général au-delà de la complexité, c'est que on a laissé au seul pouvoir public la responsabilité du partage. C'est-à-dire moi, ça nous est arrivé quand on a démarré, mais en disant je partage déjà, je paye mes impôts. Oui, bien sûr, on paye tous nos impôts, et nos impôts sont indispensables pour nourrir cette redistribution et ce partage. Mais ça suffit pas. La responsabilité du partage n'appartient pas à une institution, même si elle est censée toutes nous représenter. Elle nous appartient à chacun et à chacune d'entre nous, et encore plus quand on est dirigeant d'une entreprise, parce que on a cette capacité de créer une certaine forme de richesse. Il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est que nous, on donne de l'argent,
parce qu'on est une entreprise qui gagne de l'argent et que nos salariés sont bien payés et donc ils peuvent le faire. Mais on a beaucoup de startups qui, dès le départ, ont décidé de donner une partie de leur talent ou de leur activité à des actions philanthropiques. Et pourtant, elles n'ont pas d'argent au départ, au contraire, elles ont besoin d'argent. Et j'aimerais bien en citer deux pour montrer que c'est possible. C'est une jeune femme qui habite dans un petit village en Bretagne et qui s'est rendue compte que les protections féminines étaient pleines de pesticides. Et donc, elle décide de créer une entreprise qui s'appelle Marguerite et compagnie, où elle, sur abonnement, elle envoie aux femmes des protections qui sont bonnes pour la santé et bonnes pour l'environnement, puisqu'elles sont biodégradables, etc. Et dès le départ, elle dit moi, je voudrais que les femmes de la rue en profitent. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que celles qui payent, qui puissent en profiter. Et elle dit à son comptable, il y a une part de ma production qui ira aux femmes de la rue, et plus c'est une part fixe. Et son comptable lui dit, mais t'es pas folle, attends d'abord d'avoir gagné de l'argent, etc. Il s'est passé exactement le contraire, parce que les femmes qui sont soucieuses de l'environnement et qui sont soucieuses de leur santé, elles ont aussi envie de partager ça avec les femmes de la rue. Donc elle a eu plus de commandes qu'elle n'en aurait eu si elle n'avait pas fait ça. Mais ce n'était pas son intention première. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez fait appel, vous donnez des mécanismes simples pour que les gens puissent spontanément être généreux et que au fond, c'est presque automatique qu'ils puissent le faire. Au fond, c'est ça ce que les gens attendent. C'est cette inventivité, cette créativité qui fait que ça va pas être compliqué de donner et puis vous savez pas à qui donner, comment donner, etc. Et quand on vous le propose spontanément, bah, vous allez plutôt aller vers cette entreprise que vers l'autre. Et moi, je suis peut-être complètement naïve et idéaliste, mais d'abord, on essaie de le faire de façon pratique, mais je suis absolument convaincue qu'on vit une période clé de l'histoire, et l'année 2019 l'est, et peut-être que c'est Greta qui a fait cette charnière, parce que elle est arrivée à ce moment de l'histoire où on a tous compris que l'environnement et le lien social étaient clés. Mais moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, et pour être administrateur de 4 grands groupes, je le vis, je vois cette transformation à l'intérieur des grands groupes. C'est un peu comme si en 95, un dirigeant disait « je vais continuer à développer mon entreprise sans Internet ». Ou en 2005, 2010, une entreprise qui dit « moi, je m'en fous de l'environnement ». Aujourd'hui, une entreprise qui ne prend pas en compte ce qu'on appelle l'ESG, c'est-à-dire l'environnement et le lien social, je donne pas cher de sa peau dans 5 ou 10 ans. Parce que le consommateur veut ça. Il choisit aujourd'hui d'acheter en fonction de la traçabilité des produits, en fonction de l'impact environnemental, de l'impact social. Il a envie de ne pas être considéré tout simplement comme quelqu'un qui paye. Voilà. C'est mes enfants qui m'ont éduquée. Moi, j'étais consommatrice de base. J'ai de l'argent dans mon porte-monnaie, j'ai envie de m'acheter quelque chose, c'est tant mieux parce que je fais vivre le commerçant. En plus de ça, mon mari est issu d'une famille de commerçants, donc on va faire travailler le commerçant sans du tout me préoccuper de savoir d'où le produit venait et si finalement il n'avait pas les externalités négatives, n'était pas bien supérieur aux bénéfices que je pouvais en tirer. Dernière question à l'un et à l'autre. Vous avez en commun d'être des chrétiens engagés dans votre foi. Cela vous aide-t-il toujours à exercer votre éthique de l'argent, et quand j'ai de l'argent à titre personnel comme à titre professionnel, ou cela vous met-il plutôt davantage en tension intérieure? Allez-y, Michel. Je ne vais répondre que d'une manière à moitié sérieuse à votre question, parce que si m'a traversé l'esprit en écoutant Clara, d'abord 2 choses au sujet de ce qu'elle vient de nous dire. Un, elle m'amène à corriger un tout petit peu ce que j'ai dit sur les dons anonymes. Surtout, Clara, ne restez pas anonyme. Il faut que ce que vous faites se sache. Il faut que ce que vous faites soit applaudi. Ça, oui, pour le coup. Et surtout, quand on voit comment, si vous gagnez de l'argent, tant mieux, mais vous le faites en faisant grandir les gens et en donnant à
à l'économie française ce modèle précieux d'une entreprise qui, à partir de l'argent, n'a d'autres soucis, le souci majeur, en effet, du bien commun. Ça, c'est mon premier point. Le second point, et peut-être parce que vous êtes une femme et que vous vous êtes posé si sérieusement la question de l'argent, à un moment donné, vous m'avez fait penser à une femme qui, au XVIe siècle, s'est posé la question de l'éthique de l'argent. C'était Thérèse d'Avila. Alors, je vais vous dire les deux vers d'un sonnet, les deux vers que j'ai retenus, d'un sonnet de Thérèse d'Avila. À Bordeaux, on pourrait le dire en espagnol, mais je le dis en français. Plata. Bon, l'argent. Excrément du diable. Pour cette terre, quel bon engrais. Alors voilà, ma philosophie de l'argent se résumerait assez facilement en cela, n'est-ce pas ? L'argent, c'est un outil. Ce qui compte, ce sont les gens qui vont l'employer et le sens que ces gens-là auront du bien commun et du partage. Et vous, Clara, par rapport justement Moi, à votre engagement j'ai de femme l'habitude de chrétienne, dire que l'argent, c'est une énergie. Et finalement, la seule chose qui compte, c'est cette énergie. Est-ce que vous l'utilisez pour vous-même? Et si vous l'utilisez pour vous-même, à quoi vous l'utilisez? Ou est-ce que vous la transmettez? Et donc, moi, j'ai pas... comment dire l'argent, quand on n'en a pas, c'est affreux. Ça devient obsessionnel parce que ça vous empêche de vous accomplir. Donc, c'est une vraie souffrance de ne pas avoir d'argent. Et quand on en a, ça peut être aussi une souffrance parce vous pouvez en devenir esclave. Mais il faut le voir comme pour moi, c'est une énergie. Et pour répondre à votre question sur, je suis pas sûre que, même si l'Évangile a beaucoup parlé de la foi, enfin de Dieu et l'argent, en tout cas, je sais pas si la foi m'aide. Je dirais pas ça. La foi, elle m'anime. Moi, j'ai un amour du vivant avec un grand V. Alors, je sais pas, moi, j'ai été élevée dans une religion, mais pour moi, l'amour avec un grand A, le vivant avec un grand V, c'est ce qui m'anime. Et je vais peut-être vous choquer, mais ma façon de le vivre, ça se passe pas là. Ça se passe même pas là. Ça se passe dans le ventre. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai été mère de nombreuses fois, mais je trouve que, vous savez, on dit quand on est amoureux qu'on a des papillons dans le ventre, et qu'au fond, il ne faut pas trop réfléchir. Et il faut faire attention à ses émotions. Il y a des gens qui vivent et puis il y a des gens qui sont vivants. Et décider d'être vivant, c'est vraiment avoir cette confiance en la vie. Alors, si je peux me permettre, je vais terminer et conclure avec une grande philosophe qui n'est pas Sainte Thérèse d'Avila et ni docteur de l'Église du tout. Elle s'appelle Valentine et c'est elle qui fait le ménage chez nous, chez Reyes. Et elle danse en écoutant, elle est pentecôtiste et elle écoute des chants. Et elle est tout le temps joyeuse. Et pourtant, dans des jours où... je me dis qu'on n'est pas assez respectueux avec elle, on ne descend pas les bouteilles, etc. Donc, bref. Et je lui dis, Valentine, mais pourquoi vous êtes joyeuse comme ça? Et elle me dit, mais Clara, je respire. On a la chance, c'est de prendre cette conscience toute simple de l'ici et maintenant, et qu'on est vivant, et que à chaque instant on est créateur de ce moment-là, de celui d'après, et que au lieu de regarder les obstacles, on a tellement de choses entre nos mains. C'est ça pour moi la foi. Et merci beaucoup pour ce débat.